Porter plainte, ça fait vraiment partie d'un ensemble de choses de ce parcours. Il faut qu'à un moment donné, ça existe quelque part, quoi. En moi, je sais qu'il n'y aura jamais de procès. Justement, je fais ça parce qu'il n'y aura jamais de procès, en fait. Il y aurait eu du sang. Il y aurait eu tout ce sang. On dit tout le temps, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. La parole n'est pas une preuve. Il y aurait eu du sang. Il aurait pris la place des mots, pas ici. Il y aurait eu tout ce sang, là-bas. C'est presque plus violent que l'acte en lui-même, puisque c'est comme un déni de l'existence de cet acte en lui-même. C'est comme un meurtre dont il n'y aurait pas de corps, et on dit, comme il n'y a pas le corps, on peut rien faire, en fait. Et personne n'a senti l'odeur du sang. Je m'appelle Julie, et voici mon kintsugi. Entre ses 8 et ses 11 ans, Julie, ma meilleure amie, a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin, un père de famille, un ami de ses parents. Elle ne m'en a pas parlé avant nos 16 ans. C'était la première fois qu'elle le racontait à quelqu'un. Progressivement, elle a réussi à en parler à sa mère, puis à son père. Pendant longtemps, on n'a pas su quoi faire de ces souvenirs, de ce passé, de cette violence. Mais il y a 3 ans, Julie m'a dit qu'elle voulait se réapproprier son histoire, que celle-ci se sache, que l'on fasse quelque chose de son récit intime. Je lui ai proposé de l'aider à le raconter et j'ai commencé à enregistrer certaines de nos conversations, nos discussions avec sa famille, nos rencontres avec des spécialistes. L'histoire qu'on a choisi de vous raconter est surtout celle de sa lente résilience. Une reconstruction toujours en cours et amorcée bien avant qu'on ne se lance dans ce podcast. Julie appelle ça son kintsugi, d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée, qui plutôt que de les cacher, met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr. À 25 ans, 17 ans après les derniers faits, Julie s'apprête à déposer plainte au commissariat. Un moment qu'elle a longtemps repoussé. Coucou. Hello. Ça va ? Oh, oui. Comment tu te sens ? Raconte-moi. En déni. En déni total de la situation. Ce qui est très étrange, c'est que le plus dur finalement, c'était de se dire d'y aller. Mais là, le fait d'être dans l'action, c'est complètement différent en fait. J'y pense pas, je me dis en fait j'y pense pas. C'est très bizarre, j'y pense pas, je le fais et j'y pense pas. J'y ai beaucoup plus pensé avant. Et puis peut-être que j'y penserai beaucoup après, mais là aujourd'hui, je sais pas, je sais que j'ai juste à agir quoi. Et on vient faire quoi là ? Tu peux expliquer ? Là, on vient... Après, je me suis demandé si c'était déposer plainte ou une main courante. Enfin, en plus, je connais pas bien la différence entre les deux, donc je vais voir avec eux, je pense. Mais l'idée, en tout cas, c'est de leur partager la situation, qui est qu'il y a 17 ans maintenant, j'ai été abusée par un pédocriminel. Quel grand mot. Et donc, aujourd'hui, c'est la première fois qu'il y a une démarche pour en parler, en tout cas, c'est pas judiciaire, mais en tout cas officielle, pour entreprendre quelque chose autour de ces faits, quoi. Et t'as réfléchi à ce que t'allais leur dire un peu ? Non. T'as réfléchi à rien du Non. tout ? Ok. Non, parce que je sais pas comment ça va se passer, je sais pas s'ils vont me poser des questions et je réponds, ou bien si c'est moi qui présente la situation, Et tu t'attends à rien du tout ? Tu t'attends à être su par un homme ? Moi, j'aimerais bien parler à une femme, femme, en fait. Je préférerais. En fait, je sais pas pourquoi, parce que, sincèrement, je suis pas sûre que... Mais j'ai l'impression que je serais plus en confiance si avec c'est une femme. Mais...
Après, s'il n'y a pas de possibilité de parler à une femme, je vais pas revenir dans 10 jours pour parler à une nana, quoi. Donc, mais ouais, je préférerais, je crois. Pour toi, c'est la première pierre, entre guillemets, un peu concrète de ton parcours de résilience. Comment tu l'interprètes aujourd'hui, là, le fait d'aller porter plainte? Non, pour moi, c'est un ensemble. Porter plainte, ça fait vraiment partie d'un ensemble de choses de ce parcours. Ça aurait pas pu être la première pierre, puisque pour pouvoir le faire, c'est qu'il y a eu plein d'autres choses qui se sont amorcées et décloisonnées en amont. Mais en tout cas, là, c'est quand même un acte d'officialisation, en fait. Là, moi, je pense que ce qui peut faire avancer les choses, c'est justement de révéler ces actes et de porter plainte en espérant qu'il puisse y avoir quelque chose. Bon, après, je me fais pas d'illusions. Je pense qu'à l'heure actuelle, la justice et le système tel qu'il est fait ne permet absolument pas d'appréhender et de réprimer ces actes. Donc ça se trouve, et c'est le plus probable, ça ne donnera absolument rien. Mais au moins, je sais que moi, j'aurais manifesté l'existence de ces actes et de cette personne qui est en libre aujourd'hui. Enfin, ça se trouve, je peux le croiser là dans la rue, en fait. En allant au commissariat, je peux le croiser. C'est quelqu'un qui vit normalement depuis toujours et qui n'est menacé par rien ni personne, en fait. Et qui, a priori, dans le système judiciaire tel qu'il est pensé, comme il n'y a aucune trace, aucune preuve, et heureusement pas prescription, il pourrait ne jamais être inquiété pour ses agissements. Donc, mais tu t'es renseigné quand même là-dessus sur la prescription? Oui, en fait c'est marrant parce que... Enfin c'est marrant, je sais pas, mais depuis que je suis à peu près ado, donc vers 15 ans, puis comme il y avait Internet qui s'est vachement développé, je pouvais regarder sur Internet, enfin je pouvais taper des questions et je me suis toujours renseignée sur le délai de prescription. Comme si je savais que j'allais un jour le faire, mais que c'était pas le moment. Et ça a changé en plus entre-temps, puisque ça a changé il y a quelques années. Le délai de prescription s'est complètement allongé quand il s'agit d'actes sur les mineurs. Un peu plus de 30 000 plaintes pour viol et agressions sexuelles sur mineurs ont été déposées en 2020. La proportion de violences sexuelles commises plus de 5 ans avant leur enregistrement est passée, d'après les données mises à disposition par le ministère de l'Intérieur, de 12% en 2018 à 19% en 2021. La loi française prévoit pour les infractions sexuelles sur mineurs des délais de prescription allongés. La victime peut porter plainte jusqu'à 10 ans après sa majorité dans les cas de proposition sexuelle, corruption de mineurs ou recours à la prostitution de mineurs. Le délai est porté à 20 ans dans les cas d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle avec circonstances aggravantes, et à 30 ans dans les cas les plus graves définis par la loi, le viol et le proxénétisme. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce mois-ci? Pourquoi cette année, en fait? Moi, j'ai l'impression que c'est cette année, mais ça aurait pu être une année et des années après, en fait. Ça aurait pas pu être avant? Non. Non, sincèrement, ça pouvait pas être avant. J'étais pas du tout prête. Je me sentais pas... Encore une fois, c'est toujours ce truc de l'éternel report où tu te dis dans 6 mois, je serai plus forte, ou je serai plus grande, ou je serai plus amène de le faire. Et donc, en fait, tu te rends pas compte, mais tu reportes éternellement. Et puis, t'as l'impression qu'il y a un moment où quelqu'un va t'appeler et va te dire « C'est aujourd'hui, vous pouvez... » Enfin, voilà. En fait, ce moment n'arrive pas, donc il faut le décider. Il faut se dire « c'est aujourd'hui. » Là, moi, je pense que le fait d'organiser tout un parcours de résilience, de conscientiser un parcours et de se dire, il y a des étapes, on les franchit une par une, ça me permet d'aller au-devant de moi-même. Sinon, moi-même, il serait resté, là, je serais en train de travailler chez moi ou quoi, et je serais pas là, en fait, tout simplement. Il y a vraiment besoin d'une... si c'est pas un binôme, un trinôme, ou je sais pas, mais quelqu'un qui soit là pour pousser, pour que ça avance. Parce que sinon, de toi-même... c'est possible que les choses, elles n'avancent pas. Tu peux être tellement submergé par un poids que du coup, de toi-même... Et puis comme de toute façon, ça fait des années que ça stagne, pourquoi aujourd'hui, ça se réveillerait en fait? Ça pourrait stagner encore. Moi, je pense que là, il y a effectivement cette relation ensemble, le fait que tu poses aussi les choses comme plus des impératifs, quoi, une temporalité. Voilà, c'est que maintenant, la démarche, elle s'inscrit dans une temporalité. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Moi, je me laissais complètement le temps, je voulais pas me projeter, mais c'est aussi parce que je pense que j'étais pas prête à le faire. Mais t'as l'impression que je t'ai poussée à le faire? Moi, je pense qu'on peut pas forcer quelqu'un. Ça n'existe pas en réalité. Tu penses juste que j'ai été
la petite étincelle qui fait qu'on y va, quoi. Oui, c'est un pivot à un moment donné, c'est une bascule qui fait que le contexte s'y prête, beaucoup plus aujourd'hui. Et là, il y a quelqu'un qui permet que ça arrive, donc il faut laisser la possibilité aux choses qu'elles arrivent aussi. Moi, avant, tu t'aurais pu me forcer, je veux dire, tu forces personne à aller au commissariat s'il veut pas. Enfin, tu t'aurais pu me traîner, je dirais. Enfin, pour parler, il faut être volontaire en fait. Il faut vouloir le faire. Il faut aller dans le sens d'une démarche, etc. Sinon, c'est vain en fait. C'est la personne qui doit le décider. Et t'as envie d'y aller seule ou t'as envie que je vienne avec toi ? Moi, je préfère y aller seule. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi, c'est un peu aussi à l'image de ce qui s'est passé depuis toujours. C'est un peu un truc que j'ai porté toute seule, toujours. Et aussi parce que pour moi, c'est tellement laid que ça se partage pas en fait. Enfin, moi, j'ai pas envie de partager la laideur, je préfère en général partager ce qui est beau. Et là, j'ai pas envie de partager ce type de moment avec quelqu'un. Pour moi, ça ne se partage pas justement. C'est un truc qui est vraiment une expérience de solitude absolue. Dès le départ, dès le moment où cet acte existe. Donc je pense que ce moment de dépôt de plainte ou d'officialisation de la parole, je sais pas, moi je le vois vraiment comme ça, quoi. Comme la fin, peut-être justement le dernier moment, le dernier pivot de solitude avant justement de l'officialiser. Parce qu'après, moi je vais devoir le dire en plus. Ouais. Je vais devoir le dire, j'ai été porter plainte, etc. Ça va concrétiser... l'existence de ces faits, quoi. Bonjour, on cherche la brigade des mineurs. Ouais, pourquoi ? Pour déposer plainte. Pour des faits qui se sont passés quand tu étais mineur. Oui, c'est ça. Ouais. J'accompagne simplement Julie à l'accueil du commissariat. Avant de venir, nous avions appelé pour être sûrs de la démarche, pour savoir s'il était possible de prendre rendez-vous. Au téléphone, on nous avait répondu « Venez et demandez à voir la brigade des mineurs ». Julie est décontenancée. Le commissariat est en travaux, l'accueil est froid, impersonnel. Les policiers derrière la vitre de plexiglas lui crient leurs questions pour couvrir le bruit des travaux. Nous sommes dans le hall, on demande à Julie de préciser les faits sans aucune délicatesse. Tout le monde peut l'entendre. Tout ça pour rien, la brigade des mineurs est partie déjeuner. Il va falloir revenir. D'accord, merci. En sortant du commissariat, Julie est chamboulée. Mais non, mais ça ne m'étonne pas tant. Tout est à l'image de tout. En fait, il faut être cohérent. À un moment donné, si la parole, elle avait une importance, si elle n'était pas méprisée, déjà à la base, le dispositif pour la recevoir, pour la réceptionner, il serait respectueux. Preuve, il n'est pas respectueux. Donc déjà, à la base, avant même que la parole, elle soit sortie, il n'y a pas le dispositif pour l'écouter. Non. Donc, comment veux-tu que ça fonctionne ? Il n'y a pas de dispositif d'écoute. C'est ça qui est violent, c'est de banaliser. Eux, ils ne se rendent pas compte de la violence. Mais que t'es même pas rentré, que tu sais que ça va être n'importe quoi. Ouais. Le truc est en chantier. Ouais. Je veux dire, t'arrives, il n'y a pas d'accueil. Il y a des mecs qui sont en train de démonter le plafond. Le sol est rempli de placos. Il y a des panneaux de signalétique, je sais pas trop quoi, qui te font montrer qu'il faut que t'ailles à un endroit. C'est juste. Moi, franchement, je serais pas rentrée. Hein. Je pensais que c'était vide. Il y avait que c'était en travaux, quoi. Donc ça vous arrivait quand ? Enfin, t'as vu comment ils t'ont hurlé ça ? C'était quand ? T'es là. Mais, enfin, c'est pas parce que c'était il y a longtemps que c'est pas forcément douloureux. Enfin. Moi, et en plus, je les ai appelés. Pas tant que ça allait. Enfin, non, moi non plus. C'est-à-dire que c'est d'une violence inouïe. Sur une échelle d'incompétence, je m'attendais pas à ce niveau-là. C'est vrai que là, moi, je te dis, il y aurait un caméraman, il y aurait un réal là, mais il se serait régalé. Je veux dire, le cinéma ne peut pas inventer une plus belle scène d'anthologie. C'est hallucinant. Mais moi, j'entendais même pas. Moi, j'entendais pas ce qu'il me disait. Je devais mettre mon oreille à travers le verre pour pouvoir espérer entendre les questions qu'il me posait, quoi. Franchement, vu que t'as répondu gentiment, j'ai quoi pas... Vous avez été violée ? C'est quoi comme acte ? C'est de l'attouchement ? C'est vrai qu'il a dit ça. En début d'après-midi, nous sommes de retour au commissariat pour une deuxième tentative. Julie n'a pas la force de répéter ce qu'elle a dit le matin même et me laisse prendre la parole à sa place. Oui, mais du coup, vous voulez voir la brigade des mineurs pour quelle raison ? Pour porter plainte. Pour des faits qui sont passés quand elle était mineure.
Encore une fois, on lui demande de décrire avec précision, en public, des faits intimes et traumatisants. Partout en France, des victimes de violences sexuelles rapportent les difficultés qu'elles ont rencontrées à l'accueil de leur dépôt de plainte. On peut lire de nombreux témoignages sur le site #DoublePeine. J'ai attendu 5 heures avant d'être entendue. On m'a dit... Mais il va pas faire de la prison pour ça, quand même. L'officier me demande à quand ça remonte. Je lui réponds 3 ans. Et là, il me regarde dépité et il lève les yeux au ciel. L'officier m'a dit... Pourquoi vous portez plainte que maintenant ? J'ai été entendue par un agent qui n'était pas formé à un dépôt de plainte pour viol. On m'a dit... Vous aviez bu ? Êtes-vous aguicheuse quand vous buvez ? Le dépôt de plainte a duré plus de 4 heures. Seul avec un OPJ dans un bureau où d'autres officiers entraient et sortaient, où les téléphones ont beaucoup sonné et où l'ordinateur ne marchait pas très bien. La personne en charge de mon audition a été odieuse, me sommant de me dépêcher, car elle n'avait pas que ça à faire. On m'a dit... Je suis sûr que vous êtes allé voir ces associations d'aide aux victimes qui vous vendent du rêve. La dame de l'accueil m'a répondu super fort. Pour viol, vous dites ? On m'a dit... Je vais prendre votre plainte, mais bon... Malheureusement, c'est encore un peu la loterie. Il y a des avancées, très franchement. Progressivement, les policiers sont formés aux violences sexuelles. C'est des formations de plusieurs jours. Maître Karine Durieux-Diebolt est avocate pénaliste. Elle est spécialisée dans les affaires de violences sexuelles, exclusivement du côté des victimes. Alors, il y a une grosse différence pour moi. Alors, il y a 10 ans, c'était, je pense, très, très difficile pour une victime de déposer plainte. Il y a encore 5 ans, j'avais des clientes qui me disaient j'ai déposé plainte, la porte ouverte, le policier avec un poster de fille à poil derrière lui, etc. Bon, ça n'incite pas. Et certaines victimes qui ont été dissuadées de déposer plainte. 1 heure après son passage à l'accueil, Julie rentre dans le bureau de la brigade des mineurs. Elle va enfin pouvoir déposer plainte. Cette fois, je ne peux pas la suivre. Je me nomme Julie, je suis de nationalité française. Je viens dans votre service pour dénoncer les faits d'agression sexuelle que j'ai subis entre mes 8 et 11 ans de la part de mon voisin. En fait, c'est le père de ma meilleure amie d'enfance. Elle habitait à 2 maisons de la mienne. J'estime que les faits ont commencé durant les vacances de la Toussaint, quand j'étais en CM1. Cela s'est passé dans leur garage. On passait par le garage pour enlever nos chaussures. Une fois, j'ai enlevé mes chaussures, j'étais penchée. Il est arrivé derrière moi en me chatouillant. Il m'a plaqué contre lui. J'étais de dos. Je ne le voyais pas et il a commencé à me soulever mon vêtement. À la sortie de la plainte, Julie est soulagée. Elle a été bien accueillie, l'enquêteur s'est montré rassurant et à l'écoute et lui a dit, je cite, que le fait d'être là était la preuve d'un grand courage de sa part, que ça n'allait pas être simple, mais qu'il fallait en passer par là. Comment tu te sens ? Je sais pas, c'est une sensation étrange. Je pense que c'est vraiment... En fait, c'était hyper important de le faire, mais je mesure pas tout de suite toutes les conséquences. Ouais, effectivement. J'ai parlé à un homme et pas à une femme. Mais il était très sympa, il était super et il était vraiment super en fait. Il était très à l'écoute, il était très... Enfin, on avait un bon feeling, je l'ai trouvé... J'ai pas du tout trouvé qu'il remettait en question ma parole. Enfin, même lui me l'a dit au début, il m'a dit voilà, moi mon rôle, c'est pas de dire que vous dites la vérité ou que vous mentez en fait. Moi je me situe toujours dans le conditionnel, donc soyez pas choqués si je vous parle au conditionnel en disant par exemple et ça se serait passé quand, c'est parce qu'il tu vois, il est toujours dans cette ambiguïté entre vrai et pas vrai en même temps. Donc voilà. Après, il m'a dit en fait cette démarche que vous avez fait aujourd'hui, c'est une démarche que vous avez fait essentiellement pour vous, parce que c'est hyper important de parler en fait, de le dire, mais en termes de conséquences judiciaires directes. Tu lui as parlé du fait qu'il y avait d'autres cas ? Alors, elles n'ont pas encore déposé plainte apparemment. Quelques mois avant, la mère de Julie a appris que la famille de l'agresseur entendait déposer plainte pour des faits d'inceste commis sur l'une de ses filles. Et ça peut effectivement avoir un rôle levier, mais ça peut aussi ne pas. Il m'a dit ça dépend si le procureur estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour qu'il y ait un procès en fait.
Voilà. Et il m'a dit vraiment, 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 n'attendez rien de la justice. Il m'a dit, moi je ne travaille pas pour la justice, je mène l'enquête. Je ferai tout pour mener au mieux l'enquête. Mais il m'a dit là, voilà. Il m'a dit, vous imaginez bien que c'est pas comme si ça avait été un viol avec une trace de sperme, etc. Donc du coup là, j'ai pu avoir une preuve matérielle, etc. Là, il me dit, c'est comme c'est, voilà, c'est intangible. Mais moi, je sais depuis, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais vous savez, en venant ici, je m'attendais pas à ce que vous me disiez, mais c'est bon, on l'enferme, tu vois. Je savais bien. En fait, quelque part, en moi, je sais qu'il n'y aura jamais de procès. Enfin, tu vois, c'est un peu comme si je me disais, justement, je fais ça parce qu'il n'y aura jamais de procès, en fait. Et j'avoue que moi, avant de parler, j'ai craqué, mais c'est un truc de fou, quoi. Je m'attendais pas du tout. Mais je lui ai dit, excusez-moi, mais là, en fait, j'ai pas du tout réussi à commencer, en fait, tu vois. Et puis finalement, après avoir craqué une fois, en fait, après, donc il m'a filé une petite boîte de mouchoirs et tout, il était trop mignon. Et puis après, bah voilà, en fait, après, j'ai réussi à parler, enfin, de manière fluide. Mais vraiment, le départ, enfin, le départ de dire, un peu comme si t'étais en haut d'un plongeon et que et tu pouvais pas reculer, et puis tu te dis, ah bah c'est maintenant, quoi. Et il t'a demandé de raconter quoi en fait ? Tout. Bah, c'est-à-dire, il m'a dit, moi j'ai besoin de savoir dans le détail les agissements, donc quand ça a commencé, si j'arrive à estimer le nombre de fois, quand est-ce que ça s'est fini, et le détail des agissements. Extrait de procès-verbal, objet, audition de Julie. Question. Quel geste de nature sexuelle a-t-il eu envers vous ? Réponse. Il me caressait le corps, la poitrine, le sexe, le clitoris. Je l'ai appris plus tard. Je ne connaissais pas mon anatomie à cette époque. Je pense qu'il a essayé de rentrer un doigt dans l'entrée de mon vagin une seule fois. Ah, parce que justement, il y a toute cette notion entre viol. Viol, c'est pénétration. Pénétration d'un sexe ou pénétration d'un doigt ou d'un objet. Donc, toute la question, c'est de savoir s'il y a viol ou pas. Moi, je lui ai dit, en l'occurrence, pour moi, il n'y a pas viol. Si on considère que essayer d'introduire un doigt à l'oreille... C'est toujours ça, en fait. Est-ce que quand tu mets un doigt à l'entrée d'un vagin sans l'enfoncer, c'est un viol ? En même temps, tu commences à rentrer, mais en même temps, t'es pas tout à fait dedans. Donc, ça, c'est un peu... pour moi, c'est une agression sexuelle. Et effectivement, là, dans le cadre de ce qu'on a essayé de définir ensemble, il dit, bah oui, c'est du cadre de l'agression sexuelle et pas du viol. Et après, il t'a demandé de retracer ce qui s'est passé pendant ces deux ans et demi. Question. Pouvez-vous dire combien de fois monsieur a eu des gestes déplacés envers vous ? Réponse. Je ne pourrais pas quantifier. Cela a été sur 3 ans, de nombreuses fois. En gros, lui, il avait une sorte de petite grille, genre... est-ce que ça s'est passé moins de 5 fois ? Alors, je lui dis, bah non. Plus de 5 fois, je lui dis, bah oui. Mais il me dit plus de 10 fois, je dis, bah oui. Mais après, je sais pas combien, en fait. Je sais que ça s'est passé de très nombreuses fois, mais combien de fois ? Sur 2 ans et demi, parfois de manière plusieurs fois par semaine. Donc, comment tu veux dire combien de fois ? Et ce que je lui dis aussi, c'est que quand t'es enfant, le rapport au temps, il est pas du tout le même. Un enfant, il se fait tout le temps balader par ses parents, machin truc, il a pas le même rapport au temps, c'est pas lui qui gère le temps. En tout cas, je sais que c'était beaucoup. Allez, première question, c'est genre, qui c'était pour vous ? Okay. Genre, et la première question, c'est, est-ce que vous avez l'identité de la personne ? Ouais. Et la deuxième question, c'est qui c'est pour vous ? Il t'a expliqué un peu la procédure à suivre, il t'a dit quoi en fait ? La procédure, c'est un peu ce qu'on s'est dit, quoi. Il m'a dit, là clairement, dans une affaire comme ça, il n'y a pas de preuve matérielle, il n'y a quasiment aucun témoignage, donc il m'a dit, n'attendez pas grand-chose de la justice, je vous le dis très sincèrement, je pense pas qu'il advienne grand-chose de cette affaire. La question de l'établissement des preuves peut être un frein pour de nombreuses victimes, qu'il s'agisse d'agressions récentes ou plus anciennes, comme nous l'explique maître Karine Durieux-Diebolt. On va distinguer les situations les plus faciles à prouver, ça va être des viols récents. Un viol qui va être immédiatement dénoncé,
va permettre, dans ce cas-là, on va avoir la possibilité de rapporter des preuves matérielles. C'est-à-dire que la victime, elle va être adressée aux unités médico-judiciaires. On va pouvoir faire des constatations sur son corps, des prélèvements. Donc, on va avoir des constatations physiques. S'il y a des hématomes, on va étudier la place des hématomes. Si c'est des hématomes qui montrent qu'il y a eu des prises, qu'elle a été maintenue, on va pouvoir retenir la contrainte physique. Les coups portés, les violences, c'est assez rare. Mais parfois, dans des dossiers, on a aussi des vêtements qui sont déchirés. Donc, ça va montrer une certaine brutalité. On va pouvoir faire des prélèvements de sperme, mais prélèvements d'ADN sur les lieux. Par exemple, j'ai eu un dossier récemment, on a pu faire des prélèvements d'ADN dans la voiture, donc on retrace précisément où, qui, quand a été sur place dans la voiture. Donc on arrive à retracer à peu près le déroulement des faits grâce à l'ADN. On peut avoir également des caméras de vidéosurveillance dans la rue qui vont nous aider. On peut avoir des enregistrements. C'est-à-dire qu'en matière pénale, tous les modes de preuve sont acceptés. Donc, une victime peut enregistrer l'agresseur et on peut produire ces enregistrements. Toujours dans les constatations matérielles, si la victime dépose plainte tôt, on peut aussi connaître son taux d'alcoolémie, si elle a été droguée. Tous ces éléments-là, c'est des preuves qui sont vraiment importantes et qui ont du poids. On peut également faire des expertises, alors même concernant des victimes qui ont été victimes dans le passé, on peut rechercher à ce moment-là des éléments dans l'ordinateur ou le téléphone portable de l'agresseur. Donc on va avoir des expertises informatiques ou du téléphone. Si c'est un pédocriminel, on peut retrouver des consultations pédocriminelles. Là, j'en ai un, il a 1500 consultations pédocriminelles. Vidéos, images sordides, immondes. C'est des éléments à charge, évidemment. On va rechercher s'il y a d'autres victimes. Ça, c'est très important parce que généralement, les agresseurs sexuels ne se contentent pas d'un acte dans leur parcours. On va éventuellement trouver d'autres victimes. Donc, on va vraiment avoir une quête à cet égard. Tout ce travail de recherche de preuves, c'est à la police de le mener. On est d'accord ? C'est plus compliqué que ça. La police ne peut pas inventer ou imaginer toutes les preuves. Donc, il faut donner, lorsqu'on dépose plainte, il faut donner des pistes aux enquêteurs. C'est-à-dire que moi, je remets toujours aux clientes une liste qui va les aider pour aiguiller les policiers. Donc, si c'est une enfant qui a été victime, par exemple, on peut donner aussi des dessins, on peut donner son carnet intime. Les policiers peuvent pas l'inventer. On va remettre des attestations de prise en charge psychologique. Évidemment que l'expertise psychologique aussi de la victime et de l'agresseur sont prises en compte. On va donner des listes. Là, par exemple, j'ai été en audition juge d'instruction à Versailles pour 2 frères qui ont été victimes d'un proche de la famille. Donc, ce sont des faits qui concernent le passé, mais ils se sont confiés quand ils étaient jeunes. Ils se sont confiés à des amis. Donc, on a remis toute une liste de confidents qui vont être interrogés. Et ça, c'est très important sur des faits passés. On imagine bien qu'une victime, enfin un enfant, ne va pas aller confier des viols à des amis si ça n'est pas arrivé. Donc ça, c'est très important, les confidents. On peut parfois avoir des témoins dans une fratrie. Il faut savoir aussi que dans les dossiers d'inceste, ce sont quasiment les seuls dossiers dans lesquels on a parfois des aveux. Parce que, même si c'est horrible à dire, l'agresseur, il a un lien d'affection à l'égard de la victime. Il a du mal parfois à dire qu'elle ment. Donc, j'ai des auteurs qui vont dire si elle le dit, c'est que c'est vrai. Après, on arrive à travailler dessus lors du procès d'assises. Mais bon, c'est déjà un aveu partiel. Et puis, parfois, il y en a qui reconnaissent des faits aussi partiellement, en reconnaissant des agressions sexuelles, mais pas des viols. Quand c'est des pénétrations digitales ou des fellations forcées, c'est très difficile de prouver matériellement les actes sexuels. Tout ça... Est-ce qu'il t'a expliqué ce qu'il Où pouvait encourir ? Est-ce qu'il t'a... Non. Ah non, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai oublié de lui demander effectivement ce qu'il pouvait encourir, mais il m'a vraiment tellement laissé sous-entendre que le plus probable, en fait, c'est qu'il n'advienne rien, qu'on n'a même pas parlé d'une peine à son encontre, en fait. Est-ce que tu sais si
l'homme qui t'a fait ça, il va être prévenu de ta plainte ? Bah, c'est ce que je lui ai demandé en fait. Je lui ai dit, mais il va être au courant donc. Et il m'a dit que, en fait, il allait effectivement être au courant, mais en dernier lieu. C'est-à-dire qu'il d'abord il mène une enquête et ensuite il le convoque. Et donc c'est au moment de la convocation, et d'ailleurs il m'a dit qu'il pourrait y avoir une confrontation entre nous deux. Il m'a encouragée à faire la confrontation. Enfin, il m'a dit, voilà, c'est évidemment vous qui décidez, mais moi je vous encourage parce que j'ai vu plein de situations différentes en termes de confrontation. Il y a des confrontations où la victime dit qu'elle a menti. Il y a des confrontations où c'est l'agresseur qui était dans le déni jusque-là craque et avoue. Puis des fois, il m'a dit c'est aussi très violent parce que des fois, juste l'agresseur est en déni total devant la victime. Donc ça peut être extrêmement violent pour la victime qu'il nie. Question. Vous a-t-il demandé de taire ses faits ? Réponse. Non. Dans sa logique, il faisait en sorte que ses agissements soient normaux. Après les faits, en remettant mes habits, il pouvait me parler tout à fait normalement. Lui, il m'a dit, ce qui est bien, c'est que de son point de vue, ça participe du processus de reconstruction. Il dit, porter plainte, déposer sa parole à la brigade, c'est un premier pas, c'est héroïque. Enfin, pour lui, c'est vraiment une grande marque de courage. Et il dit vraiment, pour lui, la deuxième étape de courage, c'est aller à la confrontation pour que tout ça soit un peu conclu, quoi, qu'il y a une sorte de... Voilà. Quand il te dit ça, tu te dis... Oula. Moi, l'idée même d'une confrontation, ça me fait juste horreur, en fait. Je l'ai croisé dans la rue, il était en voiture, j'ai fait un malaise, donc j'imagine même pas si son corps était dans la même pièce que moi. Mais après ça, waouh. Mais en même temps, je me dis que ça peut être vraiment bien. Là, aujourd'hui, si on me disait, alors aujourd'hui confrontation, je pense que je serais pas prête. Mais en même temps, si je commence à nourrir cette idée dans ma tête, peut-être que j'aurai les ressources pour conduire cette confrontation, quoi. Ce qui est fou, en fait, dans ce type d'affaires, c'est que c'est comme un meurtre dont il n'y aurait pas de corps, et on dit, comme il n'y a pas le corps, on peut rien faire, en fait. Et en même temps, toi, t'es un peu tout seul avec ce que tu sais qu'il y a eu, mais sans avoir vraiment de prise. T'es un peu rendu au même état que si t'avais rien fait, finalement, comme démarche. Puisqu'on te dit un peu quand même, on peut pas faire grand-chose. Il faut qu'à un moment donné, ça existe quelque part, quoi. Si c'est juste 1 heure comme ça dans un commissariat, et puis ensuite peut-être une demi-heure de confrontation un jour, et puis terminer comme si ça n'avait jamais existé, c'est hyper violent en fait. C'est presque plus violent que l'acte en lui-même, puisque c'est comme un déni de l'existence de cet acte en lui-même. Je sais pas ce qui est le plus violent, l'acte en lui-même ou le déni de cet acte. C'est pas la même violence, mais c'est presque aussi violent en fait. Là, il y en a une qui est symbolique et il y en a une qui est ressentie, dans ta chair. Oui. Oui, mais du coup, la violence symbolique, elle amplifie en fait la violence physique. Bien sûr. Puisque tu sais qu'elle n'aura pas forcément de résonance, cette violence physique. Puis d'ailleurs, on dit violence physique, mais eux, ils parlent d'immatériel. Donc, c'est ça qui est très troublant, c'est qu'en fait, on parle d'agression sexuelle sans preuve matérielle. En fait, on se mord la queue tout le temps. On est tout le temps dans des cercles d'impossibilité, quoi. Quand il n'y a aucune des preuves possibles dont vous avez évoqué l'existence, si on peut aller vers aucune de ces pistes, qu'est-ce qu'on peut espérer et comment on pourrait peut-être améliorer le droit aussi pour qu'une preuve soit un petit peu plus facile à apporter? C'est très compliqué parce qu'on a quand même un principe qu'il faut maintenir, c'est la présomption d'innocence. On peut pas revenir là-dessus parce que sinon on serait dans l'arbitraire. Moi j'ai un fils, j'ai pas envie qu'on puisse l'accuser sans preuve non plus ou le condamner sans preuve. Donc il faut garder ce système, c'est-à-dire la présomption d'innocence et qu'il appartient au procureur de rapporter la preuve. On est quand même dans un progrès en ce qui concerne la preuve, parce qu'on a de plus en plus de progrès scientifiques qui le permettent. Le corps judiciaire est plus souple
en ce qui concerne la preuve. À mon avis, le progrès vraiment qui pourrait être envisagé, c'est que les victimes parlent de plus en plus tôt. Pour ça, il faut bien les accueillir dans les commissariats de police et qu'elles aient le sentiment qu'elles vont être crues. Donc, il faut présumer qu'elles disent vrai quand elles vont dans un commissariat. Il faut donner confiance aux victimes. Mais vraiment, compte tenu des moyens de preuve dont on dispose, qui sont des preuves scientifiques, le message à donner, c'est vraiment qu'elles aillent le plus tôt possible déposer plainte. Et là, en fait, il t'a dit, je vais vous rappeler pour vous tenir au courant de l'enquête. Ah bah toi, il va te rappeler d'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, ouais. Pourquoi ? Parce que il va te convoquer, il va appeler ma mère aussi. À toutes les personnes à qui t'en as parlé ? Ah, peut-être. D'accord, ok. Oui, parce qu'en fait, finalement, on devient témoin de cette parole, en fait. Bah oui, c'est ça. Parce qu'il y avait aussi ce truc à la fin qui m'a expliqué, à la fin, donc il me dit, voulez-vous déposer plainte ou non contre... Parce qu'en fait, dans ce type de délit, que je dépose plainte ou non, c'est la même chose. Le procureur est saisi, il a connaissance de ses agissements, etc., etc. Donc c'est juste, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça change juste quand même, pour moi, je trouve, c'est ce que je lui disais, pour moi ça change symboliquement le fait de se dire qu'on a porté plainte. Ouais. Ça change aussi le fait que s'il y a un procès, il m'a expliqué un truc de partie civile ou quoi. En gros, bon bref, un peu compliqué, mais moi je te porte partie civile si tu portes plainte. Voilà. Et moi j'ai dit, moi je veux porter plainte. Voilà, j'ai dit je porte plainte. Pour moi, symboliquement, c'était trop important de le faire. C'est comme si, je sais pas comment dire. Si je portais pas plainte, j'étais pas allée au bout de la procédure, quoi. Un peu comme si, encore une fois, alors que je venais et que j'essayais de faire en sorte que ça existe, j'empêchais quand même que ça existe pleinement, quoi. Ouais, je vois. Donc pour moi c'était important, j'ai dit voilà, je porte plainte, quoi. Tu te sens comment là ? J'ai envie d'un gros gâteau. La meuf qui replonge. Mais tu te sens bien, tu te sens soulagée, tu te sens comment ? Je te dis encore une fois, c'est comme si je réalisais pas tout à fait que j'avais fait ça, quoi. Est-ce que t'as l'impression que genre t'es un peu plus légère, tu sais, comme parfois quand t'avoues quelque chose à quelqu'un et qu'après tu te sens tu vois, t'as l'impression d'avoir genre grosse expiration. Non, je me sens pas plus légère, non, parce que je me sentais pas non plus lourde. Ouais. Je me sentais pas. Je pense que là, le travail du temps a fait que j'ai quand même pris pas mal de distance. Moi, je suis heureuse de l'avoir fait, en fait. Je suis heureuse de l'avoir fait. T'es fière de toi ? Je sais pas si c'est de la fierté, mais je suis vraiment contente que ça ait eu lieu, quoi. Que ça ait existé, en fait. Tout simplement. Moi, je suis fière de toi. La jeune fille dans cette chambre à Djerba, elle serait fière de toi aussi. Ouais. Donc la prochaine étape, c'est quoi finalement ? La prochaine étape, c'est l'enquête ? C'est l'enquête, ouais. Là, il m'a dit, là, moi, par exemple, quand vous sortez, j'appelle le procureur pour lui dire, lui donner la teneur des faits. Et puis ensuite, je mène une enquête. Et suite aux éléments donc, que je vais trouver, c'est le procureur qui décide s'il saisit le parquet ou pas. Ok. Et tu lui as parlé du fait de notre projet ? Non. Non ? Non, je lui ai pas parlé de ça. Parce que pour toi, le fait de documenter tout ça, ça n'a pas du tout... C'est pas ce qui fait que tu vas parler aujourd'hui, en fait. Non. Pour moi, ce qui fait que je parle aujourd'hui, c'est le parcours, c'est des prises de conscience sur... Moi, franchement, je crois que ce qui m'a choquée, c'est le moment où j'ai voulu avoir un enfant. Me dire, attends, maintenant, je peux avoir un enfant. Tout d'un coup, mais... En fait, moi, je crois que je me suis revue enfant et je me suis dit, mais... Attends, autour de moi, là, potentiellement, il y a un taré qui va rencontrer mes enfants à moi. Et ensuite, c'est parce que j'ai voulu parler que je me suis dit, oui, mais parler, ça fait sens
que si autour on construit un dispositif pour que cette parole elle existe au-delà du commissariat où tu vas porter plainte, parce que pour toutes les personnes qui ne font pas de projet autour, en fait ça peut durer 2 heures de leur vie. Alors que des fois ça a été des années, moi en l'occurrence ça a été 3 ans de ma vie, et s'il n'y a pas de procès, et si c'est le parcours le plus classique, en fait il n'y aura rien. Donc ce sera 3 ans reconsidérés en 2 heures, puis plus rien. Et moi je me suis dit, je peux pas en fait, ça je peux pas. Donc, il faut construire la parole, donc il faut un dispositif autour pour l'accueillir, pour l'écouter, pour suivre toute cette enquête et de l'intérieur, quoi. Parce qu'on dit tout le temps, il n'y a pas de preuve, la parole n'est pas une preuve. Effectivement, c'est compliqué quand on dit parole contre parole. Effectivement, c'est super compliqué, quoi. Et tu arrives à comprendre pourquoi tu as pu repousser aussi le fait de porter plainte ? C'est-à-dire, c'est jamais le bon moment. C'est-à-dire que c'est tellement un moment redouté que tu te dis, alors il faut qu'il y ait des circonstances parfaites, justement, pour que ça ait lieu. En fait, ça n'existe pas. Mais les circonstances parfaites ne se présentant jamais, tu te dis demain. Demain. C'est une forme de procrastination, parce que mine de rien, c'est quand même pas un moment hyper sympathique. C'est vrai que moi, j'aurais préféré aller au salon de thé ou je sais pas quoi. Mais en même temps... ce qui est bien, c'est que c'est pas un moment sympathique, mais c'est un moment important. Et puis voilà, moi je sais aussi que cette parole, elle se retrouve au milieu d'un tout, quoi. Elle n'est pas juste là, lancée comme une bouteille à la mer. Et puis même si là, ma parole, elle débouche sur rien, en termes de justice, en termes de symbole, en termes d'intérêt public, en termes de... positionnement même, je trouve, féministe en tant que, que femme, que peut-être un jour mère, que ça a un sens. Extrait de Quelqu'un n'est pas venu, un long poème de Julie. Il y aurait eu du sang. Il y aurait eu tout ce sang. Le sang aurait rempli la maison, on ne pourrait plus marcher sans être dedans, il aurait pris la place des mots. On aurait appelé les pompiers, on aurait rassuré l'enfant, on aurait attendu les pompiers, ensemble. Les pompiers seraient venus, l'enfant serait parti. Ma mère aurait hurlé, elle aurait compris qu'il ne reviendrait pas. Elle aurait vu l'enfant, elle aurait su la blessure, elle aurait compris le corps, qu'il était arrivé. Mais le corps est resté dans le garage, il n'a pas bougé. Il n'a pas fait le moindre pas et personne n'a senti l'odeur du sang. Si vous voulez déposer plainte, vous pouvez, pour faciliter les démarches, faire une pré-plainte en ligne sur www.pré-plainte-en-ligne.gouv.fr. Et ainsi, vous obtiendrez un rendez-vous. Dans les cas de violences conjugales et ou sexuelles, il peut être utile de faire appel à un avocat ou à un juriste avant de porter plainte afin de venir au commissariat ou à la gendarmerie avec des pistes de preuves. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slay.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. La réalisation et le montage sont d'Aurélie Rodriguez, la musique est signée Thomas Loupias. Notre stagiaire, Mona Delahaye, a participé à l'élaboration de cet épisode.